Il y a des fois des mélanges entre pseudosciences et mancie. Enfin, vrai, il y a des mélanges parfois entre tout et tout, en fait, dans ce milieu-là. Je vous ai mis un exemple là, qui peut parfois prêter à conséquence et qui peut... Enfin, c'est intéressant de le connaître, c'est l'utilisation de certaines méthodes de mancie dans le recrutement. Sachez que vous serez un jour sur le marché du travail, vraisemblablement, et vous risquez d'être confronté à ça, des gens qui vont utiliser une méthode de mancie pour recruter. Alors j'ai mis un exemple d'un personnage politique qui est assez connu, qui s'appelle Santini, et qui en parle. Normalement, le son devrait marcher. Voilà. On revient vers vous. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec un homme qui cumule pas mal de fonctions. Il est président de la Société du Grand Paris. Il est député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Et ensuite, je dois garder mes fiches. Il est président du comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, président du syndicat des eaux d'Île-de-France et vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Paris Seine-Ouest. Et il préside aussi une association d'amateurs de cigares. Il est enfin maire d'ici les Moulineaux, ville techno s'il en est. Nous sommes avec André dit Dédé, André Santini. Bonjour monsieur Santini. Salut. C'est un personnage. Comment voulez-vous connaître quelqu'un? Tout ce que vous savez de lui, le CV et tout, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut donc avoir recours à des scalpels plus incisifs. Alors, évidemment, l'écriture, mais c'est assez intéressant. Hein. Il y a des cabinets spécialisés qui vous décrivent le caractère d'après l'écriture, et c'est souvent ce que je pense. Je ne crois même pas une fois avoir été en désaccord. C'est le style de l'écriture, c'est pas le contenu, c'est la forme. Ça peut sembler bizarre, mais moi je dis, tiens, effectivement, je ne le voyais pas écrire comme ça, celui-là. Moi, j'écris comme un sagouin. Bon, d'ailleurs, j'écris très peu. Mais quelqu'un qui écrit bizarrement, bah, je le prendrais pas. Quand vous avez la graphologie, un petit numéro de numérologie, ça dépend aussi du poste, plus un peu d'astrologie, vous finissez par avoir quand même une vue externe. Plus votre intuition... non, vous êtes pas mal. Vous regardez le signe des collaborateurs que vous recrutez? Souvent. J'ai vu que Domenech le fait, alors maintenant je vais m'en abstenir peut-être. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a 20% de Français qui consultent. Moi par exemple, je suis Balance, ascendant Sagittaire. Non. Mais je regarde les signes des autres. Oui. J'aime bien les taureaux par exemple. Poisson, je méfie quand même. Hein. Ouais, je méfie. Vous êtes poisson, vous, non? Non. Verseau. Ah oui, Verseau, ça se ressent. Les Verseaux, ils manquent souvent de détermination. Il ne faut pas confondre consensus et compromis. Je vous laisserai méditer cette phrase. Alors, je pense que c'est intéressant de vous rappeler qu'il y a un article du Code du travail qui précise bien qu'on ne peut pas être écarté d'une procédure de recrutement par des moyens non référencés, et notamment la graphologie ne fait pas partie de ces méthodes-là. Il est illégal de passer par l'astrologie pour vous recruter. J'avais même vu un site de colocation qui demandait, vous étiez obligé d'indiquer votre signe astrologique pour avoir la possibilité d'accéder aux différentes propositions de logement. Et ça, légalement, c'est condamnable, ça. Parce que ce ne sont pas des méthodes qui permettent de prédire le caractère des gens. Je suis navré de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas. Ce sont des méthodes qui ne permettent pas de prédire le caractère des gens. Donc de vous faire discriminer sur ces bases-là, c'est proche du scandale, quoi. Et juste peut-être un petit détail, ne pas confondre la graphologie, qui est l'étude du caractère des gens, l'étude pseudo-scientifique, malheureusement, du caractère des gens à partir de la façon dont ils écrivent, quoi. Et ce qu'on appelle l'expertise graphique ou l'analyse graphique, qui, elle, est l'art de reconnaître, enfin, la méthode qui consiste à reconnaître, est-ce que l'autographe de Justin Bieber que vous avez est bien celui de Justin Bieber? Est-ce que c'est vraiment l'autographe de Napoléon sur la fin d'un documentaire? Est-ce que c'est vraiment son écriture, etc. Ça, ce sont des méthodes scientifiques qui permettent de montrer que ça fonctionne. Hein. Mais de tirer le caractère de quelqu'un à partir de son écriture, vous pouvez deviner vaguement quelque chose si quelqu'un vous remet si quelqu'un me donne son dossier et qu'il y a des taches de gras, de jambon dégueu et des miettes de pain et du café, je sais juste que c'est un cochon. Voilà, ok, ça je peux le dire, quoi. Mais sinon,
je ne peux pas dire grand-chose sur lui. Et sur les signes astrologiques, bon, ça serait long. Il y a d'excellents travaux. Alors, sur la graphologie, vous avez un article qui est à disposition d'un collègue d'ici qui s'appelle Laurent Bègue, qui est simple à lire et très documenté. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Et puis, sur l'astrologie, il y a beaucoup de bouquins qui en font la critique, mais il y en a un qui est sorti très récemment. J'en fais la promotion parce que je l'ai lu il y a très peu de temps. C'est un livre de Serge Bray-Morel, L'astrologie, la fin d'un mystère. Je vous l'ai mis juste en dessous. Mais si vous voulez quand même porter un peu la contestation, au moins avoir des bribes de doute sur comment fonctionne l'astrologie. Rappelez-vous déjà que les projections astrales des signes, c'est fait sur soi-disant une voûte qu'on répartit de manière équidistante entre 12 parties. On découpe comme ça artificiellement le ciel en 12 parties, sans vrai respect pour les constellations qui sont derrière, qui de toute façon sont elles-mêmes des constructions mentales. Une constellation, ça n'existe pas ailleurs que dans notre tête. Hein. Si vous vouliez faire un dessin qui relie d'autres étoiles et pas suivre les constellations classiques, c'est votre droit. Ça n'existe pas une constellation en tant que telle. Mais quand bien même on les accepterait, il faudrait se rendre compte qu'il y a des endroits où, notamment, je pense il y a une constellation qui n'a pas été prise en compte pour que ça fasse 12 en gros. Et il y en a une 13e en quelque sorte, qu'on appelle parfois Ophiuchus, mais ça fait pas très joli. Alors certains disent le Serpentaire. Et donc tous ceux qui sont nés entre le 29 novembre et le 18 décembre, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais je pense qu'il y en a bien une personne sur 12 à peu près, eh ben, ne sont pas du signe astrologique qu'ils pensaient, mais ils sont Ophiuchus. J'espère qu'ils sont ravis de l'apprendre. Et puis un autre problème aussi qui se greffe à l'astrologie, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes et qui, depuis Ptolémée, donc ça fait quand même bientôt 2000 ans, il y a une oscillation je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une oscillation de l'axe du globe terrestre qui fait que ça entraîne un décalage dans les signes astrologiques. Et il y a un appareil même qui vous permet de mesurer votre vrai, si tant est que vous puissiez penser qu'il existe un vrai signe astrologique, mais vous pouvez corriger ce défaut de précision des équinoxes avec un outil qui a été développé par Henri Brock, le professeur de Nice, là. Je l'ai au bureau, donc si vous voulez vérifier votre signe astral, et vous verrez que pour la plupart des cas, en fait, vous êtes du signe d'avant, celui que vous êtes. Voilà. Donc en gros, moi j'étais Capricorne, par exemple, j'étais très content d'être Capricorne, et puis maintenant je suis Sagittaire. Alors, mais je m'y suis fait, c'est sympa aussi Sagittaire. En fait, c'est sympa tout le temps, quoi. Vous regarderez, c'est tellement flou que c'est relativement sympa tout le temps. Mais on a tendance à s'identifier un peu à... Donc j'aime bien Sagittaire maintenant. Voilà. Bon, lire Serge Bray-Morel, Astrologie, la fin d'un mystère, c'est probablement le livre le plus dense et le plus complet que j'ai pu lire sur le sujet. Les pseudomédecines maintenant, alors attention, précaution, c'est le sujet à propos duquel, je suis obligé de vous mettre en garde, c'est un sujet qui fait partir en live les repas de famille. Voilà, si vous parlez de ça en repas de famille, il y a de fortes chances que ça parte en cacahuète. C'est un sujet qui est affectivement chaud, les gens aiment leur thérapie, tout le monde aime sa thérapie, on fait des choix. Quand on fait des choix depuis longtemps, on valide. Il y a plein de raisons qui font qu'on a tendance à valider ces médecines-là ou certaines thérapies. Et il y en a malheureusement certaines qui ne fonctionnent pas. Et ça me fait ni plaisir ni pas plaisir. J'ai tellement adhéré à plein de pseudomédecines que ne soyez pas gênés d'y adhérer, vous. Et puis vous pouvez d'ailleurs continuer à y adhérer. En fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, il n'y a rien de prescriptif dans ce que je vous dis. L'idée, c'est de vous encourager à faire vos choix, thérapeutiques notamment, en connaissance de cause. Alors j'insiste sur ça parce que l'astrologie, ça ne va pas vous faire mourir. Mais par contre, si vous avez un jour un cancer et que vous avez 200 thérapies alternatives qui vous sont proposées, vous n'avez pas le temps de vous tromper plusieurs fois, quoi. Voyez ? Et donc, il y a une importance quand même à se documenter relativement vite et à se baser sur des sources, quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de pseudomédecines qui n'ont pas de source. Ou parfois la seule source, c'est une intuition d'origine divine qu'a eu un fondateur quelque part, quoi. Et j'ai des exemples à l'appel de gens comme ça qui ont eu une intuition... Edward Bach, c'était dans un repas franc-maçon, illuminé. Il y en a un autre style de l'homéopathie, de l'ostéopathie, pardon, ou Palmer de la chiropraxie. C'est pareil, comme si c'était révélé par Dieu à un moment donné, mais sans preuve, si vous voulez. Alors, je vous ai mis quelques exemples comme ça rapidement. La kinésiologie appliquée, sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment en 2007, parce qu'il y a une histoire assez sordide liée à la kinésiologie appliquée. C'est une méthode qui est née aux États-Unis par un type qui s'appelle Goodhart, et qui maintenant a pignon sur rue, notamment à Grenoble et à Paris. À Grenoble, il y a l'IFKA, l'Institut de formation de kinésiologie appliquée, qui développe cette méthode-là. Et c'est une méthode qui consiste à interroger le corps. Il part du principe que le corps connaît la réponse aux maux dont il souffre. Il suffit d'interroger une chaîne musculaire, notamment le bras, comme le fait la dame sur l'image là. Et en fonction de la faiblesse ressentie dans le bras, on peut deviner si c'est oui ou non la réponse à la question qu'on pose. Je reviendrai un peu dessus en détail plus tard pour vous expliquer comment on a pu tester ce genre de prétention-là. Alors ça leur arrive de tester des questions un peu
bizarres, genre est-ce que le problème vient de votre père ou vient de votre mère? Alors si le bras s'abaisse, alors c'est plutôt la mère ou plutôt le père, en fonction de la question qui est posée. Et parfois, certains ont été jusqu'à tester des médicaments comme ça. Ils disent, dans la kinésiologie appliquée, être capable de détecter les substances auxquelles vous êtes allergique. Et malheureusement, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, la pauvreté scientifique sur le sujet est absolument manifeste. Les élixirs floraux de Bach, qui sont très vendus en pharmacie, font partie aussi des pseudomédecines. Il n'y a aucun corpus qui permette de montrer une quelconque efficacité de ces élixirs floraux, si ce n'est la présence d'alcool dedans, qui peut parfois faire du bien. Notamment, il y a un mélange qui s'appelle le Rescue, que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui achètent le Rescue. C'est un mélange qui permet de ne pas stresser lors des examens. Il n'est pas impossible que le brandy qui est dedans, l'alcool qui est dedans, ait un effet un peu calmant, mais c'est certainement pas la méthode qui est utilisée pour fabriquer les élixirs qui est la raison du succès de cette méthode. Et puis vous avez des choses qui sont, alors que je pensais être passées de mode et qui finalement ne le sont pas tant que ça, ce qu'on appelle les chirurgies psychiques. C'était très à la mode dans les années 60, notamment autour d'une école spirit aux Philippines, autour d'un gars qui s'appelait Tony Akpawa. Et c'était des gens qui étaient capables, vous veniez vous avec un cancer ou un truc horrible, épouvantable, et la personne vous opérait en direct sur une table, comme fait le monsieur sur la photo là, et vous retirait les tumeurs sanguinolentes et autres. Vers 2006-2007, dans mon cours, je le faisais. Je faisais toujours une séquence comme ça de chirurgie. Alors évidemment, je faisais la même chose qu'eux, mais moi, avec des moyens non surnaturels. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que non seulement ils retirent vraiment la tumeur, et après, en fait, par leur esprit, ils referment la plaie, et il n'y a plus de traces. Ça fait que la personne se lève, elle n'a plus de traces, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça la chirurgie psychique. Alors que moi, je faisais ça sans traces, mais parce que je faisais de la magie, en quelque sorte, quoi. Sauf que j'ai arrêté parce que quelques années plus tard, j'avais croisé des étudiants. J'ai dit, vous vous rappelez de quoi de ce cours? Ils me disent, ah, je ne me rappelle pas de grand-chose, mais alors la chirurgie psychique, c'était génial, il y avait du sang partout, c'est super. Je me suis dit, tiens, ça fait trop gadget, je vais arrêter de faire de la magie en cours. Donc, vous ne pourrez que regarder en ligne comment ils s'y prennent. Vous pourrez peut-être vous retrouver, si vous cherchez bien, une vidéo où je le fais. Et puis, j'ai un camarade ici à Grenoble qui s'appelle Florent Martin, qui fait parfois des spectacles avec ça. Et donc, vous pourrez regarder comment ils s'y prennent. Et je pensais que c'était complètement passé de mode, ça. Et en fait, non, il y a même une école à Paris qui s'est ouverte et qui propose ça. Je vous ai mis une vidéo pour que vous voyez. C'est passé dans le journal télé de TF1 en 2013. C'est un local en plein Paris. L'intitulé sur la porte est obscur. Biochirurgie immatérielle. Une fois par semaine, ce centre de formation ouvre ses portes au public. Bonjour. L'homme en blouse qui nous accueille est l'inventeur de cette méthode. Nous le filmons en caméra discrète. Merci d'être venu. Il n'est pas chirurgien et pourtant, l'homme affirme qu'il va opérer les lombaires de ce stagiaire qu'il a choisi lui-même. Pas d'anesthésie, pas d'incision, car les instruments sont invisibles. Il prétend soigner grâce aux énergies. Ça te gêne? Concentration. Ce qu'il appelle une restauration peut commencer. Avec ses scalpels imaginaires, le maître ouvre le dos du stagiaire. Extraction des lombaires abîmés, puis mise en place des nouvelles. Ça va? Après l'opération, il jette tout simplement les instruments fictifs à la poubelle. Avec sa méthode, l'homme affirme pouvoir soulager différentes pathologies. Mais on fait l'opération du cœur. On enlève tout ce qui est défectueux et on remet du neuf à la place. Et quelle formation il faut avoir à la base? Rien. Honnête, Moins possible. Plus vous savez de choses, Ah ouais. plus c'est un handicap. Ouais. Et cela fait des années qu'il enseigne sa méthode. D'ailleurs, nous l'avions déjà filmé il y a 3 ans, en pleine intervention, avec toujours les mêmes gestes. Là aussi, comme par miracle, cette dame avait retrouvé l'usage de son pied droit. C'est bluffant. Voilà. Les pseudomédecines ont ce site particulier de présenter toujours un corpus de témoignages vibrants à la place des preuves, quoi.
Mais je vous expliquerai comment on construit une preuve en sciences et comment on construit une preuve notamment en médecine. C'est compliqué, c'est long, il faut le faire avec un grand échantillon de personnes et s'abstraire des biais d'attente que peuvent avoir les individus vis-à-vis de leur propre guérison. Et ça mérite des protocoles expérimentaux qui sont compliqués à mettre en place. Et souvent, ces thérapies ne mettent pas en place ça. Alors des fois, c'est même encore plus rigolo. J'en reparlerai, je pense, au cours numéro 6, la gamme des réflexologies, qui est assez vaste. Là, je vous ai mis la réflexologie plantaire, qui a été inventée par Fitzgerald. Ça a à peu près un siècle, ça. Et l'idée, c'est que sous la voûte plantaire sont représentés, en quelque sorte, sont en symbiose des organes afférents de votre corps, et en stimulant certaines zones du pied, alors on pourra avoir un effet thérapeutique sur l'intestin grêle, sur le rein, etc., quoi. Aucune étude ne permet de penser une seconde ça, mais c'est la même chose pour la réflexologie palmaire sur les mains, l'auriculothérapie dans les oreilles, etc. Et croyez bien que je le regrette, puisque j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, moi. J'ai pratiqué la réflexologie plantaire. Et puis, je vous ai mis aussi les bougies Hopi, pour vous parler au moins d'un petit problème que ça pose, les bougies Hopi. Voilà le genre d'études que vous pouvez prendre. Ce sont des bougies qui sont vendues en pharmacie, ici, hein, même à Grenoble. Hein. Ce sont des bougies qui, quand vous les mettez dans votre oreille, elles prétendent retirer vos mauvaises pensées, retirer certaines des bactéries qui polluent votre tête et retirer le cérumen, vous savez, cette petite pâte gluante que vous grattez parfois avec un stylo bic, avec un capuchon de stylo bic, ça marche très bien. Je me surprends à le faire parfois, j'ai honte. Et alors, les bougies Hopi, oui, vous avez un sujet comme ça, vous dites, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, alors comment vous faites? Déjà, première chose à faire, c'est, bon, d'où ça vient? Qui a parlé de ça en premier et d'où ça vient? Alors déjà, vous avez une indication, les Hopi, qu'est-ce que c'est des Hopi? En fait, les Hopi, c'est des Amérindiens qui sont cousins des Apaches. C'est une famille d'Amérindiens qui sont dans l'Arizona du Nord, et donc vous pouvez vous renseigner. C'est ce qu'ont fait un groupe d'étudiants. Ils se sont dit, tiens, on va se renseigner. Est-ce que les Hopis s'en servent depuis longtemps et comment, etc. Ils ont regardé les sites qui proposaient ça. Ils revendiquent tous ce qu'on appelle l'argument de l'exotisme, c'est-à-dire ça vient de loin et c'est très ancien, une bonne vieille méthode transmise par les anciens. Autrefois, les Indiens Hopi utilisaient cette technique ancestrale pour se régénérer, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté les Hopis. Ils ont contacté, qui existent toujours, hein, les Hopi. Alors je vous ai mis une photo de Hopi, mais comme mes photos sont parties en cacahuète, tant pis. Ils ont contacté l'Office culturel de préservation de la culture Hopi en Arizona. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Arizona, j'avais dit ça? Ouais, bon, c'est bon. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. La réponse a été nette. Le bureau de préservation de la culture Hopi n'a jamais eu connaissance de quiconque chez les Hopi ayant jamais pratiqué la bougie d'oreille, quoi. Alors après, ils sont passés du côté scientifique. Est-ce qu'il y a des preuves quand même? Parce que même s'ils ont menti, ceux qui ont inventé ça, qui s'appelle Biosun and Revital, ceux qui ont monté cette entreprise-là, même s'ils mentent sur l'argument, c'est pas pour autant que ça ne marche pas, quoi. Est-ce qu'il y a des études qui permettent de penser que les prétentions de la bougie Hopi fonctionnent? Et en fait, il y a eu des études, notamment en 1996, d'un monsieur qui s'appelle Seeley, S-E-E-L-Y, et qui montre que, je vous fais ça en bref, mais que l'aspiration créée par la bougie, bon déjà on ne peut pas vérifier si ça vous enlève les mauvaises pensées, parce qu'il faudrait comparer avant, après, savoir si vous avez moins de mauvaises pensées après qu'avant, et en fait c'est impossible à prouver ça. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment il y avait une aspiration qui permettait d'aspirer le cérumen, vu que le cérumen est très visqueux, il faudrait une aspiration telle que probablement ça vous arracherait les tympans et peut-être un peu de votre cervelle aussi, quoi. Donc c'est très peu probable que ça vous retire du cérumen. Donc c'est une méthode qui ne remplit pas ses fonctions, et il n'y a aucune preuve à l'appui de ça. Ça n'empêche pas que vous fassiez le choix de vous en servir si vous le souhaitez, mais faites-le en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité propre connue de cette méthode-là. À vous de voir maintenant. Voilà. Alors, les pseudomédecines, ce ne sont pas que on ne fait pas que la critique de thérapies dites alternatives qui ne remplissent pas leurs promesses.